Du coup, c'est parti. Donc, c'est Guillaume. J'étais au hackathon fin de l'année dernière, donc il y en a qui m'ont déjà vu. Euh, pour me présenter rapidement, je suis doctorant en troisième année au laboratoire d'informatique de Grenoble et je travaille aussi chez Eviden, donc c'est la partie Bull qui fabrique des supercalculateurs. Donc c'est pas moi qui les fabrique les machines, hein, mais on fait du logiciel pour les supercalculateurs, ce qui permet du coup à des gens de consommer plein d'énergie et d'abîmer un peu plus la planète, malheureusement. Voilà, je vais pas taper plus sur les entreprises. Le sujet du jour, c'est de parler d'un outil qu'on a développé en collaboration entre la recherche et l'industrie pour faire de la mesure, et qui, je pense, peut avoir un intérêt aussi pour certains chantiers de l'association, ou même au-delà. Hop. Alors, du coup, l'idée de base, mais là je vais rien vous apprendre, c'est comment on fait pour mesurer l'empreinte environnementale d'un service numérique, en prenant en compte évidemment la fabrication, la conception, l'usage, le démantèlement, et en mettant dans cette brique service numérique tous les logiciels et matériels qui réalisent une certaine fonction. Ça, c'est une bonne chose pour éduquer les utilisateurs, par exemple. Ça permet de leur faire prendre conscience de leur usage. Et on a notamment le cas sur les supercalculateurs destinés à la recherche, où des utilisateurs sont parfois, on va dire, peu consciencieux, donc ils envoient plein de code sur les supercalculateurs, ils réservent des ressources, et en fait ça va planter au bout de 30 minutes, ils vont perdre tous les résultats, ils vont recommencer, et du coup il y a un certain gaspillage parfois qui peut être mis en évidence si on a des outils pour évaluer la consommation des utilisateurs. Ça permet aussi de contrôler la conformité, notamment à la législation, et vous savez qu'avec les nouveaux règlements européens, on va avoir de plus en plus de contraintes sur les entreprises, sur les organisations, pour avoir de la transparence et vérifier ou moins publier ce qu'on consomme. Et ça permet aussi, d'un point de vue plus scientifique, plus recherche, de contrôler la validité des hypothèses, d'ajuster nos simulations, etc. Donc ça nous permet aussi d'avancer là-dessus. Si on a des chiffres, on peut choisir entre différentes solutions. On peut aussi choisir de se limiter, comme le font certaines organisations qui décident par exemple de ne pas prendre de mode de transport plus polluant. On peut aller regarder ce que ça coûte et se poser des limites volontaires pour limiter son impact. Et enfin, on peut bien sûr améliorer les logiciels, améliorer le matériel, mais c'est pas uniquement de l'efficacité, ça peut être aussi améliorer la manière dont l'organisation humaine gère les ressources. Le cycle de vie, du coup, dans le cadre de l'évaluation d'un service numérique, il va être double. On va avoir le service numérique en lui-même, en tant que produit, entre guillemets, et on va avoir le matériel derrière, qui à chaque étape de ce cycle de vie va du coup permettre d'utiliser, ou de réaliser, ou de maintenir ce service. Donc si on est dans le cadre de la mesure ou de l'évaluation de l'impact, généralement on va se focaliser sur les étapes de réalisation et d'utilisation, ce qui correspond du coup à l'utilisation du matériel. Et là on va se concentrer notamment sur la consommation électrique. En tout cas, c'est ce qu'on fait avec la plupart des projets de mesure. Évidemment, il faut aussi aller regarder les autres étapes. C'est quelque chose de très important, notamment l'utilisation de main-d'œuvre, on va dire, pas très éthique, et de ressources faramineuses pour extraire les métaux nécessaires à la fabrication du matériel utilisé. Mais une fois qu'on a ça et qu'on s'est lancé dans la conception d'un service numérique, on peut prendre en compte ça en faisant une ACV, une attribution, par exemple au prorata de la durée de vie du matériel, mais ça ne nous empêche pas de regarder au niveau utilisation ce qu'on fait. Alors du coup, si on veut quantifier cet impact sur la partie réalisation et utilisation, comment on peut faire? On a deux grosses familles de réponses. On peut faire une estimation, ou on peut aller mesurer ce qui se passe vraiment sur le terrain. Donc pour faire simple, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'estimation, il y a des projets dans Boavista qui permettent de le faire avec des données assez précises quand on les a. L'idée, c'est de récupérer les caractéristiques du matériel qu'on va utiliser, notamment en passant par les données constructeurs, en utilisant par exemple la quantité maximum de chaleur que le composant peut dissiper. On peut aussi aller regarder évidemment tout ce qui a été utilisé en termes de différents métaux pour avoir
l'utilisation des ressources abiotiques par exemple. Mais si on regarde juste la consommation électrique, on peut faire une estimation à partir par exemple du TDP, de ce qu'on estime être l'usage des ressources. Donc par exemple j'ai un modèle que je vais entraîner pendant 5 heures, il va utiliser 80% de mon GPU, et on peut du coup comme ça faire un petit modèle d'estimation assez simple, donc pour la slide ici un petit peu simplifiée, qui va nous donner la consommation d'énergie estimée de cette utilisation du matériel, qu'on va pouvoir ensuite convertir du coup en intensité carbone si on a des infos sur le mix énergétique de là où on se trouve. Évidemment ça a un certain nombre de limites. Déjà on a le problème de récupération des données sur le matériel, parce que les constructeurs, même si c'est un peu mieux, c'est pas forcément très transparent, c'est pas forcément traçable, et on a parfois des marges d'erreur assez importantes sur les valeurs qui sont fournies. On a aussi un manque de précision de par le modèle lui-même. Le TDP, c'est pas quelque chose qui va modéliser parfaitement la consommation du composant. En fait, en fonction des composants, on va être plus ou moins loin. Il y en a qui sont assez proches, et puis on va trouver des cas pathologiques avec un écart de 50% par exemple. On peut même dépasser en fait le TDP pour diverses raisons que je vais pas détailler ici. On a un problème aussi d'effet de seuil, la consommation des composants, elle n'est pas linéaire avec leur utilisation, donc c'est pas parce qu'on va utiliser un CPU à 80% qu'on va consommer 2 fois plus qu'à 40%. On a des effets où le CPU va pouvoir s'endormir dans des états intermédiaires, et ça c'est quelque chose du coup qui dépend de seuil et qui dépend des réglages du système d'exploitation par-dessus. On a la consommation à vide aussi, qu'il faudrait ne pas négliger, parce que même si le nœud de calcul il est pas utilisé, à partir du moment où il est allumé, il va consommer un certain nombre d'énergie, et du coup induire un certain impact. On a des problématiques un petit peu plus détaillées, si on essaye de savoir au niveau du code qu'est-ce qui consomme le plus. En fait, c'est pas forcément évident, parce que les instructions CPU sont pas toutes équivalentes en termes de consommation, parce qu'elles vont activer plus ou moins de transistors. Je pense notamment aux opérations SIMD, donc qui font plusieurs calculs en une seule opération, qui consomment probablement un peu plus qu'une opération classique, mais du coup qui permettent de faire plus de choses. Donc il faut regarder comment ça se passe au cas par cas. Et enfin, l'utilisation du matériel peut varier au cours du temps, donc si on rentre juste comme on le fait par exemple dans Green Algorithm, une durée d'utilisation et puis un pourcentage d'utilisation de la ressource, en fait on n'est pas à un niveau très fin. Du coup pour faire ça, on peut essayer, pour pallier à ces limites, on peut se dire je vais faire de la vraie mesure. Je vais par exemple brancher un wattmètre entre ma prise et mon appareil. Donc on peut utiliser des petits appareils qui se trouvent dans le commerce, comme le Omegawatt par exemple. Généralement ils ont une fréquence d'acquisition assez faible, même s'il y en a qui peuvent monter, si on va vers des entreprises spécialisées, qui peuvent monter un peu plus haut. Hop. Et ça va nous permettre du coup d'avoir la consommation en temps réel de l'ensemble de la boîte noire qui est à gauche, mais on n'aura pas d'informations détaillées. On ne pourra pas savoir ce qui va se passer à l'intérieur du nœud, à l'intérieur de votre laptop. On n'aura pas d'informations sur la responsabilité de tel ou tel service numérique ou telle application. Par contre, ce sera relativement simple de comprendre ce qui est mesuré, puisque on est sur la ligne d'alimentation, on se met à cet endroit-là, donc on sait ce qui se passe. Un autre type de mesure externe, c'est d'utiliser des cartes, comme les BMC, qui sont déjà intégrées au serveur. Donc là, ça concerne uniquement les machines dans les centres de calcul, mais c'est pratique parce que du coup, on n'a pas besoin d'acheter un wattmètre. On peut utiliser les Baseboard Management Controllers qui sont à l'intérieur des lames, et ça, c'est des outils, des matériels qui servent en fait principalement à administrer la machine. Donc typiquement, faire une mise à jour firmware, redémarrer la machine à distance, et ça n'a pas été prévu à la base pour faire de la mesure de consommation électrique, même si ça peut servir à faire ça. Le problème du coup, c'est que comme ça n'a pas été prévu, on a souvent une fréquence d'acquisition pas terrible, ça veut dire qu'on n'aura pas de granularité au niveau de la mesure, et en plus, on aura des petits soucis. Donc si vous avez déjà utilisé des BMC, vous avez peut-être déjà remarqué que c'était pas très fiable sur la partie mesure.
Même si on fabrique des supercalculateurs chez Eviden, on a remarqué que les BMC pouvaient répondre avec un temps de latence entre 1 seconde et 5 minutes. Donc c'est pas terrible pour faire un outil de mesure fiable, si on a des variations comme ça de latence assez importantes. Et en plus, ça peut empiéter sur d'autres opérations d'administration qui sont à côté. Encore une fois, la machine, donc ici uniquement une lame de calcul, c'est une boîte noire, donc on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, on n'a pas d'informations sur le logiciel, on va avoir juste la consommation au global. Et alors il y a des travaux pour essayer de récupérer des informations un peu plus détaillées, mais c'est pas du tout généralisé. On peut aussi, au lieu de faire de la mesure externe, se placer à l'intérieur de la machine. Là, le principe, ça va être d'interroger avec un logiciel des sondes matérielles qui sont, entre guillemets, facilement accessibles depuis le système d'exploitation. Et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus faisable, on va dire, notamment depuis l'apparition de RAPL, qui est une technologie d'abord ajoutée par Intel et ensuite récupérée côté AMD, qui permet de récupérer la consommation d'énergie en temps réel du CPU, sans avoir besoin de rajouter un matériel, ni d'interroger la BMC. On a un équivalent sur les GPU, en passant par les bibliothèques NVIDIA ou AMD, et c'est quelque chose qui est en train de se, on va dire, robustiser, de se généraliser. En tout cas, c'est plus utilisé, il y a plus de fonctions, et il y a plus de détails qui est disponible à chaque nouvelle version du matériel. Donc comment ça se passe? En règle générale, vous avez les différents composants, donc ici j'ai détaillé RAM, CPU, GPU, et ce qui va se passer en fait, c'est que en fonction du constructeur, vous allez avoir des petits capteurs, donc souvent c'est des résistances de shunt, qui sont placés sur la puce de silicium à proximité des composants. Vous avez aussi des modèles estimatifs pour éviter de mesurer toutes les lignes de courant. En tout cas, comme c'est placé et calibré par le constructeur, ça permet d'avoir des mesures qui sont aujourd'hui très proches de ce qu'on pourrait avoir en ouvrant la machine et en allant regarder avec un wattmètre ce qui se passe. Et du coup, ça nous donne une mesure quand même assez fiable, qui peut, et c'est tout l'intérêt de la mesure interne, qui peut être remontée jusqu'au système d'exploitation. Donc ici en jaune, vous avez la ligne d'alimentation électrique, simplifiée évidemment, et en vert, vous avez en fait des bus de données qui vont permettre de récupérer la mesure, faite par ces petits capteurs, ou ces petites puces d'estimation, et de la stocker dans un registre au niveau du CPU, que vous pouvez ensuite interroger pour récupérer votre valeur. Ça c'est chouette parce que du coup, on peut avoir un détail par composant, donc faire la différence entre la consommation GPU et CPU notamment. En général, on a une fréquence d'acquisition plus élevée que la mesure externe. Typiquement avec RAPL, on peut monter jusqu'à 1024 Hz, ce qui permet d'envisager une sorte de profiling énergétique. Ça c'est pratique pour faire des optimisations logicielles. Et surtout, le gros point positif, et c'est pour ça qu'il y a pas mal d'outils qui l'utilisent, c'est qu'on peut y accéder depuis le système relativement facilement. Alors il y a des pièges, mais j'y reviendrai plus tard. En tout cas, c'est plutôt facile de commencer à récupérer des informations avec ça. Évidemment, on n'a pas le total de la consommation de la machine, sauf exception, il y a certains laptops qui permettent de récupérer en fait le total, y compris l'écran, avec un domaine RAPL particulier, mais ça nécessite une collaboration du coup entre Intel et le constructeur du laptop, ce qui n'est pas toujours le cas. Et l'intérêt du coup, c'est que comme on a un logiciel qui tourne sur le CPU pour récupérer ces données, bah, on peut aussi regarder ce que font les services numériques qui utilisent cette machine. Hop. Donc l'idée de base, elle pourrait être très simple. On pourrait se dire, bah, il suffit de lire le compteur d'énergie avant. En regardant la doc, on se rend compte qu'il y a un petit accumulateur qui tourne, qui nous renvoie à la consommation d'énergie depuis que la machine a démarré. Donc on va le lire avant, on va appeler notre fonction ou lancer notre programme, et puis on le lit après, et puis c'est fini, on fait la différence, le problème est réglé. Alors le problème c'est que, premier piège, ça marche pas, presque. En fait, si on fait ça, ça va marcher si on a une machine qui consomme pas trop, et si on a une application qui tourne pas trop longtemps.
Le problème, c'est que le compteur en question, le petit accumulateur d'énergie au niveau du CPU, qui est alimenté par les capteurs physiques sur la puce de silicium, il est pas très grand. En fait, il a quelques bits, quelques dizaines de bits, et du coup, ça limite fortement sa capacité, ce qui fait qu'au bout d'un moment, il va retomber à zéro. C'est ce qu'on voit sur la courbe que j'ai affichée ici. Donc là, on a deux domaines RAPL donc, qui correspondent à deux zones physiques de la machine, et on voit que régulièrement, le capteur, même s'il continue à envoyer des données qui sont fiables, et l'accumulateur, lui, il retourne à zéro de manière régulière. Et du coup, si on veut pouvoir corriger ces erreurs-là, on est obligé de faire de la mesure en continu, sinon on va rater ces événements d'overflow, et on va avoir un total du coup qui est pas correct. Il y a d'autres pièges évidemment liés à l'utilisation d'interfaces bas niveau, notamment la gestion des erreurs, le périmètre, et du coup c'est pas toujours évident que la mesure qu'on récupère à la fin, surtout qu'on peut faire plein de transformations au milieu, elle est fiable. Il faut faire attention à comment on gère les données du bas niveau au haut niveau. Et ça, c'est pas forcément facile, notamment parce qu'on a une difficulté supplémentaire. En plus des pièges bas niveau, on a des matériels qui sont divers, très variés. Donc sur les CPU, on va avoir des CPU qui sont fabriqués par Intel ou par AMD. Les registres sont pas exactement les mêmes entre les deux constructeurs, et en plus, ça va dépendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'intégrateur, donc qui fabrique la machine auto, qui va pas forcément ajouter des shunts sur toutes les lignes. Parfois on va avoir un détail RAM, CPU, écran, etc. Et parfois on aura juste le CPU. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et je parle même pas des GPU ou des appareils embarqués, qui ont d'autres types de capteurs. Et évidemment ça s'accède différemment. En plus de ça, on a des environnements logiciels variés. Voilà, en informatique, on aime bien créer plein d'abstractions, donc on a créé plein d'abstractions. On a évidemment le niveau bare metal où on a juste un Linux, qui est déjà en soi une abstraction assez costaud. On peut aller sur des frameworks qui vont gérer des microcontrôleurs. On peut passer à un niveau d'abstraction plus élevé avec des Kubernetes. Peut-être que le Kubernetes il est déployé avec des VM, etc. Et du coup, à chaque fois, ça pose problème pour faire de la mesure, et notamment de la mesure logicielle. Du coup, ça a créé une diversité de logiciels de mesure, chacun adapté à un cas précis, matériel et logiciel. Et on a une variation pas forcément évidente au premier abord, mais qui est là, dans les formats de données, dans les techniques utilisées pour effectuer la mesure, dans les transformations qui sont appliquées, etc. Et du coup, ça pose problème quand on fait de la recherche notamment sur la comparaison entre deux expériences. Si on n'a pas utilisé le même outil pour faire la mesure, ou en tout cas la même méthodologie, du coup, c'est pas évident qu'on peut juste prendre le chiffre à la fin et dire ça c'est mieux que ça parce que le chiffre est différent. Peut-être que la méthodologie, et en fait c'est souvent le cas, biaise un petit peu le résultat. Donc il faut comparer ce qui est comparable. Et deuxième difficulté majeure, c'est que le logiciel de mesure, c'est un logiciel. Du coup, il va lui aussi consommer des ressources de calcul. Ça va induire un effet sonde, une perturbation du système, puisque le logiciel de mesure va plus ou moins dégrader les performances, augmenter la consommation d'énergie, et peut-être changer, donc ça ce serait le pire cas, mais ça peut arriver, changer le comportement du système. Donc typiquement, si on a des applications qui vont faire une utilisation intensive du matériel, et qu'on vient les interrompre pour faire une mesure avec un coût qui n'est pas négligeable, on peut changer en fait le comportement de l'application, et du coup on va mesurer quelque chose qui n'est pas un cas réel, parce que si on enlève la mesure, on va obtenir un résultat assez différent. Troisième difficulté, les systèmes ils sont parfois partagés. On a plusieurs processus, plusieurs systèmes, si on a des machines virtuelles, etc., qui tournent en même temps sur la même ressource matérielle, et du coup ça pose la question, au moins méthodologique, et ensuite pratique, de l'attribution de la consommation. Qui est responsable, si j'ai 4 utilisateurs sur la même machine du data center, qui est responsable de la consommation d'électricité des composants? Ça va dépendre évidemment
à première vue de l'utilisation que chaque utilisateur et chaque processus fait du matériel, mais c'est pas forcément évident d'avoir un modèle qui soit à la fois juste et qu'on peut généraliser sur des matériels différents. Là, il y a pas mal de littérature autour de ça, on pourra en discuter plus en détail. Et du coup, tout ça, toutes ces difficultés, en fait, amènent à repenser la construction des outils de mesure logicielle pour essayer de résoudre ou au moins de mitiger un petit peu ces problèmes. Donc l'approche que je vais vous présenter maintenant, c'est une collaboration entre la recherche et l'industrie, mais comme je l'ai dit en introduction, je pense que ça vaut le coup de mettre aussi les associations comme Boavista dans la boucle, parce que c'est quelque chose qui a un intérêt, qui se développe la mesure logicielle, et du coup on aurait, je pense, intérêt à travailler ensemble sur quelque chose de commun. Sur la forte disparité des outils, donc on peut regarder, ouvrir la boîte noire des outils, regarder comment ils sont faits. Donc si on veut faire par exemple de la mesure sur CPU, typiquement avec RAPL, on va avoir les registres CPU à gauche, un petit interface bas niveau, que ce soit le 6FS ou Perfiven par-dessus, généralement une petite bibliothèque pour simplifier un petit peu le travail, et puis on va avoir un gros paquet qui va lire les données de cette surcouche, faire éventuellement un calcul d'attribution, donc ça dépend des logiciels, et écrire les données en sortie, donc par exemple dans un fichier JSON ou une base de données. Ce qu'on fait sur GPU, ça ressemble beaucoup. On va récupérer les informations des registres GPU en passant par une bibliothèque, on va utiliser une surcouche parce que c'est plus facile, on va faire une petite boucle de lecture, éventuellement un calcul d'attribution, et puis on va écrire la sortie. Et puis on peut répéter ce schéma autant de fois qu'on a un matériel différent. Et moi du coup ça m'interpelle, je me dis mais c'est dommage, on a des briques peut-être qu'on pourrait mettre en commun. Donc la première idée, c'est d'unifier la partie bleu foncé, qui a l'air identique dans les deux cas, et du coup de supprimer un petit peu des briques dans mon schéma. On peut aussi supprimer des surcouches redondantes à gauche. L'idée, ça va être de pas tirer 300 dépendances pour faire de la mesure sur CPU et sur GPU, et d'aller directement interroger l'interface un petit peu plus bas niveau. Donc ça va limiter le nombre de dépendances, qui peut simplifier la maintenance du projet. On va être aussi plus efficace, donc ça c'est bien parce qu'on va limiter l'effet sonde. Par contre, on a besoin du coup de maîtriser un peu plus le bas niveau, c'est pas forcément évident. Et puis là, dans mon schéma, j'ai unifié du coup la brique principale, mais pour l'instant, j'ai pas enlevé grand chose. Donc on va faire un petit peu de réflexion et se dire que si on multiplie les matériels différents, ça va pas être tenable de faire une étape de lecture, d'attribution et d'écriture qui soit spécifique à notre cas matériel, environnement logiciel. Et du coup, ce qu'on pourrait faire, c'est supprimer la partie en bas et proposer une alternative. Alors je peux pas juste la supprimer parce que évidemment il y a des différences entre les informations remontées par le CPU et les informations remontées par le GPU. Peut-être que j'ai pas envie de mettre le même modèle d'attribution, peut-être que la lecture elle se fait de manière différente parce qu'il n'y a pas la même fréquence de récupération des données au niveau matériel, et peut-être que j'ai pas envie de faire l'écriture dans la même base ou qu'il n'y a pas les mêmes données, donc je peux pas appliquer la même fonction, etc. Donc ce qu'on peut faire, c'est de supprimer un petit peu plus de choses pour faire de la place, voilà. Et maintenant que j'ai de la place, je vais pouvoir en fait modulariser mes étapes lecture, attribution et écriture. Donc l'idée, ça va être de faire en sorte que les étapes qui auparavant comprenaient 90% du code du logiciel de mesure soient juste des interfaces un petit peu génériques, lecture, attribution, écriture. Et ces interfaces, elles vont faire appel à des plugins, eux, spécifiques, mais qui vont vraiment contenir uniquement ce qui va être nécessaire pour parler avec le matériel ou avec l'environnement logiciel. Donc on peut avoir par exemple un plugin RAPL qui va aller lire de la bonne façon, en corrigeant les overflows, etc., les données remontées par le CPU, et la même chose pour les cartes graphiques NVIDIA, AMD, etc. Une fois qu'on a récupéré ces données de manière adaptée à notre environnement, on peut passer à une attribution, et là, comme on a fait une distinction entre la partie générique et la partie spécifique, on va pouvoir, par exemple, mettre un modèle statistique pour combler les trous si on n'a pas toute la mesure qu'on veut.
notamment s'il manque des composants, et on va pouvoir surtout changer de modèle sans avoir besoin de changer le reste. Donc ça permet en fait de ne pas développer à chaque fois un nouvel outil de zéro, mais de réutiliser les briques que d'autres personnes ont déjà développées. Et enfin pour l'écriture, on va pouvoir choisir la sortie qui est la plus adaptée à notre cas d'utilisation, encore une fois sans réécrire du coup la partie lecture ou la partie transformation des données. Dans la transformation, on peut mettre évidemment plus de complexité, on peut faire des filtrages, on peut faire plein de choses. Je donnerai des exemples par la suite. Hop. Et du coup, ça c'est l'idée d'un nouveau projet qui s'appelle Allumette, et qui, vu de très loin, est un outil unifié de mesure, qui va appliquer ce schéma en fait, mais dans un outil qu'on peut utiliser toutes et tous. Donc l'idée, ça va être de permettre de récupérer des informations de différentes sources, d'appliquer le modèle que vous voulez, entre guillemets, et de faire sortir ça dans un fichier ou dans une base de données en fonction de votre cas d'utilisation. Et l'idée, c'est vraiment que vous pouvez choisir la partie que vous utilisez, ou la partie même que vous rajoutez dans le système, sans avoir besoin du coup à chaque fois de redévelopper un outil, ou d'apprendre à utiliser un autre outil, et du coup de se questionner sur sa méthodologie, etc. Je dois faire une petite distinction du coup entre Allumette et les outils existants, pour bien donner un peu on va dire la teneur du projet. Si les outils existants le faisaient déjà, évidemment on l'aurait pas fait, du coup quelle est la différence? Alors on a des outils comme PowerJoula, Moritos, et d'autres qui font de la mesure locale, qui supportent éventuellement plusieurs sources, donc il y en a qui font CPU et GPU par exemple, qui sont faciles à installer sur une seule machine, mais c'est pas exactement ça qu'on propose, même si on peut aussi le faire. On a des outils comme PowerAPI et SmartWatt, donc là c'est en fait deux outils qui vont ensemble. On a une bibliothèque Python pour PowerAPI et un modèle d'estimation de consommation avec SmartWatt. Les deux se parlent à travers une base de données, et ça permet du coup, en théorie, de faire des nouveaux outils à partir de cette lib Python. Et c'est pas tout à fait ça non plus qu'on veut faire, notamment parce que en fait PowerAPI est assez limité dans son extension, on peut pas l'étendre comme on veut, malgré ce qu'on pourrait croire. En fait, c'est assez intriqué, c'est-à-dire que au sein de la lib principale, vous allez avoir des choses qui dépendent uniquement de SmartWatt ou uniquement du capteur RAPL. Et du coup, si on veut rajouter des nouveaux environnements logiciels ou des nouveaux matériels, et ben en fait, on est obligé de tout modifier. On n'est pas non plus Kepler qui est un outil logiciel qui se déploie sur les clusters Kubernetes et qui permet, avec des modèles en cours d'élaboration, de faire de l'estimation de consommation au niveau d'un pod, donc au niveau d'une application, d'un service qui tourne sur le cluster, et qui exporte ça vers Prometheus. C'est pas non plus Kims, qui est un autre collecteur Prometheus, mais plutôt à visée data center, pas forcément Kubernetes. Et on n'est pas non plus Collect, qui est un outil qui existe dans la recherche, qui permet de faire de la récupération de données externes, donc qui va en fait interroger les wattmètres et les stocker dans une base de données. En même temps, ça ressemble un peu, parce qu'on peut, du coup, avec Allumette, faire de la mesure locale, CPU, GPU. On propose une bibliothèque pour créer d'autres outils, y compris d'estimation. On peut fonctionner sur Kubernetes, on peut fonctionner sur un système HPC, et on pourrait faire du monitoring out of band, même si on le fait pas aujourd'hui. On pourrait interroger des mesures externes. Du coup, là, j'ai mis un petit peu de flou. J'ai dit qu'Allumette, c'était pas ça. En même temps, on peut faire ce que font les outils existants. Du coup, est-ce que je suis en train de vous embrouiller, ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose derrière? Alors, en fait, l'idée centrale d'Allumette, c'est de proposer un framework, et ensuite de vous laisser adapter ça à votre cas d'utilisation. L'idée, ça va être d'avoir un standard ouvert pour unifier un petit peu les différents cas de mesure logicielle. Donc on va avoir en fait, au premier niveau, un modèle théorique unifié, dont le but est de capturer un peu l'essence de la mesure. Qu'est-ce que ça veut dire mesurer de manière fiable, de quelles informations on a besoin, et comment on peut implémenter ça de manière efficace. Ensuite, on va créer un pipeline de mesure, du coup, en appliquant ce modèle, qui va essayer d'être le plus généreux
tout en gardant une certaine efficacité, et j'expliquerai ensuite comment on a implémenté ça. Et par-dessus ça, on propose une forte extensibilité grâce à un système de plugins qui va permettre du coup d'adapter l'outil aux différents cas d'utilisation sans devoir tout redévelopper à chaque fois. Si on rentre un petit peu plus dans le détail, ça se propose, voilà, il y a un schéma qui résume assez bien comment ça marche à l'intérieur d'Allumet. Donc vous avez les étapes que j'ai présentées tout à l'heure, mesurer, transformer, exporter. Et on voit ici une distinction assez nette entre le framework, donc avec les petits pointillés en bleu, et les plugins qui sont en jaune-orange. Et l'idée, ça va être vraiment de séparer tout ce qui est générique et tout ce qui est spécifique. Donc on a des plugins, par exemple RAPL, NVML, ces groupes, qui sont des sources en fait qui vont être ajoutées au framework, mais le framework en lui-même n'a connaissance d'aucune source, a priori, d'aucun modèle de transformation et d'aucune sortie. C'est juste au moment où on va lancer l'outil que les plugins vont s'enregistrer et que le framework va commencer à tourner. Mais il n'y a rien de lié, la dépendance elle est dans l'autre sens, en fait c'est les plugins qui vont utiliser le framework, mais le cœur de l'outil lui-même, il peut marcher sur n'importe quelle mesure. Par exemple, on peut avoir à gauche un plugin qui va définir de nouvelles métriques, qui va créer une source, et qui va communiquer avec le cœur du framework pour, par exemple, enregistrer toutes les mesures dans une base de données, pour, par exemple, réveiller la source qu'il a ajoutée toutes les 2 millisecondes, et cette source, elle peut aller lire les informations du GPU. Et du coup, l'intérêt, c'est que dans le cœur, on n'a pas de métrique prédéfinie, on n'a pas d'informations sur les sources, a priori, et on a en fait rien qui est codé en dur, ce qui veut dire que vous pouvez vraiment choisir ce qui correspond à votre besoin, et surtout qu'on peut maintenir l'outil dans le temps et s'adapter aux nouveaux matériels et nouveaux logiciels. Hop. Évidemment, tout ça, il va falloir le lancer. Du coup, on va avoir la production d'un binaire que vous pouvez lancer en ligne de commande, par exemple, qu'on va appeler Allumet agent, et cet agent va être composé de la bibliothèque principale en bleu, et des plugins que vous allez rajouter par-dessus. Vous pouvez rajouter votre propre plugin, évidemment, et puis on a un petit bout de code qui fait le main pour lier tout ça. Hop. Et ça c'est chouette parce que du coup vous pouvez créer votre propre agent en utilisant finalement un outil qui permet de faire de la mesure sur mesure. Donc vous ajoutez la bibliothèque principale au plugin que vous voulez, vous n'êtes même pas obligé d'utiliser les nôtres, mais évidemment si ça fait quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez. Hop. Et on va mettre en plus quelques bonnes pratiques afin de vous aider à avoir un outil qui soit le plus fiable et le plus efficace possible. Déjà on a du typage fort, on a un certain nombre de choses qu'on vous demande de définir quand vous rajoutez des informations de mesure dans le système, pour que l'utilisateur sache à quoi ça correspond. On peut gérer pour vous les overflows, les bugs des interfaces bas niveau, et surtout la gestion de la fréquence d'acquisition. Donc ça c'est quelque chose que vous n'avez plus besoin de faire, vous pouvez le déléguer au framework. Et on étudie aussi comment on peut vous aider à programmer des modèles, par exemple, qui vont attribuer la consommation électrique du CPU aux différents logiciels qui tournent dessus. L'idée c'est de faire des petites briques qui vont vous aider en fait à développer votre outil. Hop. Évidemment ces bonnes pratiques du coup, on les a mises dans le core, mais comme les plugins sont construits sur le framework, elles vont aussi vous aider si vous rajoutez des plugins. Là-dessus on a des contraintes assez fortes, donc ça c'est un modèle, voilà, une architecture modulaire avec des plugins, on sépare la partie générique de la partie spécifique, on va dire métier. Donc ça c'est très chouette, mais c'est pas des contraintes supplémentaires. Donc comme en écriture où les contraintes finalement libèrent la créativité et forcent l'auteur à être un petit peu plus attentif à son travail, là les contraintes nous ont permis d'aboutir à un outil un petit peu plus élaboré que ce qui existait auparavant. D'une part on cherche évidemment à limiter l'effet sonde, ça vient notamment du background HPC du projet, où si on veut déployer un outil de mesure comme ça sur un data center,
On n'a pas envie de diminuer trop la performance de ce qui tourne dessus, parce que ça aurait un coût trop important, ou parce que moralement pour l'utilisateur ce serait pas acceptable. On n'a pas envie de dépendre d'un ensemble de matériel ou de logiciels prédéfinis. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose d'ouvert, qui soit extensible et maintenable au cours du temps. On veut justement permettre le développement indépendant de plugins, ça veut dire que vous pouvez, sans rien nous demander, même si évidemment vous pouvez discuter avec nous, hein, mais vous pouvez dans votre coin développer un plugin et utiliser l'outil comme vous voulez. Et on cherche aussi à être un petit peu plus robuste, à éviter les erreurs, et à permettre une résilience du coup de l'outil. L'idée c'est aussi et surtout de rendre en fait le contrôle de la mesure à la fois au développeur par ce framework extensible et aussi à l'utilisateur en permettant une configuration transparente et ouverte, quels que soient les plugins que vous mettez derrière. L'implémentation, donc maintenant que j'ai dit ça, on se demande comment on va répondre aux contraintes. Nous, ce qu'on a choisi de faire, c'est de partir sur un pipeline asynchrone qui va en fait paralléliser le maximum de choses et isoler les composantes qui sont indépendantes. Donc vous avez au milieu une architecture qui va déplacer en fait les données, et en orange les éléments rajoutés par les plugins qui vont discuter avec cette architecture pour effectuer vraiment la mesure, la transformation et la sortie. Donc si on part de la gauche du diagramme, on peut avoir une source par exemple qui va récupérer les informations du CPU, avec son état interne ou tout ce que vous voulez. Cette source, elle va être déclenchée par l'outil, par le pipeline, à une fréquence que vous choisissez. Vous allez ensuite pouvoir regarder les données, transiter par une petite file multithread, arriver dans l'étape de transformation. Là on va appeler votre modèle par exemple d'attribution de consommation. Et ensuite, on va transférer les données et les dupliquer vers chaque sortie. Donc si vous avez une sortie dans un fichier, une sortie dans une base de données, ben on va faire les deux. Et ça va marcher du coup pas trop mal. Ouh, j'ai sauté plein de slides. Hop, excusez-moi. Ça c'est un pipeline du coup qui marche assez bien. Ça permet d'isoler les différentes étapes et de faire en sorte que s'il y a un truc qui crache, ben ça va pas tout planter. Mais comme j'ai dit que le contrôle c'était important, il faut qu'on puisse voir ce qui se passe et surtout interagir avec ce pipeline, y compris pendant l'exécution. Et c'est ce qu'on propose, en tout cas de plus en plus. Donc vous pouvez en fait interroger et même changer des éléments du pipeline pendant qu'il est en train de tourner. Si vous faites de la mesure sur une machine en local, c'est pas forcément très intéressant, mais pour d'un data center avec plein d'utilisateurs, ça peut avoir du sens de séparer la partie administrateur fixe de la partie utilisateur, surtout si l'utilisateur c'est pas forcément à l'avance quel va être son besoin, donc il peut réagir un petit peu plus tard et garder le contrôle sur l'outil. Donc ça permet du coup de répondre aux contraintes. Je vais essayer de le montrer dans les slides suivantes. Un point intéressant, c'est qu'on a réussi à obtenir une déviation temporelle très faible, c'est-à-dire qu'on peut interroger précisément à la fréquence que vous avez demandé les différentes sources, qu'on est monté jusqu'à 10 000 Hz tenus, c'est-à-dire qu'on avait vraiment 10 000 appels de la source par seconde. Évidemment, ça n'a pas forcément d'intérêt en fonction des informations que vous pouvez remonter. Les capteurs matériels sont pas forcément pensés pour remonter des informations à 10 000 Hz, mais en tout cas c'est possible. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec un outil comme ça? Déjà je tiens à rassurer l'audience en disant que l'utilisation n'est pas si compliquée. Donc là il y a l'outil LibreOffice, ça fait un affichage un peu bizarre, mais l'utilisation en ligne de commande est assez simple. On a un binaire allumette agent autoportant, on lui passe un chemin vers un fichier de config, une liste de plugins à utiliser et éventuellement une sortie. Et le fichier de config ressemble à ce que vous voyez à l'écran. Donc on peut choisir un petit peu les réglages de chaque élément du pipeline, ce qui va nous donner du coup à la fin un fichier de mesure mis à jour en temps réel. C'est tout ce dont vous avez besoin pour commencer à utiliser l'outil. Il n'y a pas d'usine à gaz hyper compliquée avec 300 fichiers de config dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant? On peut faire aussi de la mesure locale à haute fréquence.
Donc là, on a fait des expériences en local sur des machines HPC, donc dans un supercalculateur. L'idée, c'était de pousser un peu l'outil, de voir ce dont il était capable vis-à-vis d'autres outils. Et on est le seul outil qui a réussi à surveiller 5000 processus en même temps, du coup, sur le nœud, avec pas mal de sources activées et une acquisition à 1000 Hz. Tout en ayant un impact sur la performance pas horrible. Alors évidemment, dans le graphique qui est là, donc qui montre la performance en gigaflop par seconde en fonction de la configuration, plus on va activer de sources et plus on va pousser l'outil dans ses retranchements, évidemment plus la performance va descendre. Mais vous pouvez remarquer que entre le rouge, donc sans mesure, et le bleu qui est presque tout à droite, avec une mesure à 1000 Hz sur les 5000 processus, on a un coût qui est pas très important, de l'ordre de quelques pourcents seulement, ce qui montre qu'on a un outil quand même assez efficace. Après évidemment, plus on rajoute de choses, donc là on a fait un test un peu extrême à droite, avec des sources, on va dire, lentes, qui allaient lire toutes les informations liées au processus dans le ProcFS, donc là c'est un petit peu plus lent. Quelque chose d'intéressant qu'on peut faire, sans changer encore une fois le cœur de l'outil, juste en écrivant des plugins, c'est de relier plusieurs instances d'allumettes entre elles. Donc vous avez le pipeline lecture, transformation, écriture, et puis en fait dans l'étape d'écriture, vous allez envoyer les données à une autre instance de l'outil avec une étape lecture, transformation, écriture. Et ça c'est pratique parce que du coup on peut envisager un déploiement distribué sans passer par un intermédiaire type Prometheus ou sans écrire dans une base de données, simplement en envoyant les données à travers le réseau. Donc ça donne un schéma un petit peu comme ça, où on a plein de clients qui font tourner Allumette, qui sont connectés à un serveur qui fait tourner Allumette, et qui permet du coup de déployer l'outil dans un environnement distribué, sans avoir à connecter chaque client à la base de données, ou à mettre des intermédiaires au milieu qui seraient pas très efficaces. Je dis que les intermédiaires sont pas très efficaces, mais j'ai des données pour le montrer. Donc ce qu'on a fait, c'est un déploiement distribué de Kepler d'abord et Allumette ensuite, sur les mêmes machines, dans un cluster Kubernetes. Donc à gauche, vous avez plusieurs machines, reliées entre elles par le réseau. Sur chaque machine, on va lancer un benchmark, donc une application qui va saturer toutes les ressources pour évaluer sa performance. Et on va voir quel est l'impact de la mesure. Donc en rouge à droite, c'est sans mesure, juste avec le benchmark. En vert, c'est la performance du benchmark quand on a déployé Allumette sur les nœuds, avec le mode relais que j'ai présenté juste avant. Et en bleu, c'est la performance du benchmark quand on a déployé Kepler sur les nœuds. Et on peut voir du coup que la performance baisse moins avec Allumette qu'avec Kepler, alors que l'information qui est remontée à la fin est équivalente, c'est-à-dire que vous aurez le même total de consommation d'énergie pour votre pod de benchmark et pour les autres pods. Donc on fait la même chose mais en plus efficace en quelque sorte. Un truc que j'ai pas dit notamment, c'est que comme on peut changer la fréquence d'acquisition comme on veut avec Allumette, ici on a mis de manière assez conservative à 1 Hz pour toutes les sources utilisées dans l'expérience, alors que Kepler, qui est un petit peu moins contrôlable, a été bloqué à 0,03 Hz. On n'a pas trouvé comment augmenter significativement la fréquence. Si vous savez, on est intéressé, mais en tout cas, avec une fréquence beaucoup plus élevée, on avait un overhead plus faible. Alors l'overhead exact dépend un peu de la configuration du nœud et de s'il est loin ou pas du nœud master. Il y a notamment un coût réseau qui se ressent un petit peu plus si la machine est ailleurs géographiquement. Parce que du coup on va envoyer les données via le réseau, ça va échouer un petit peu plus souvent, donc on va devoir réessayer, ce qui consomme plus d'énergie. Ce qu'on peut faire avec Allumette, c'est entre autres de créer un outil de mesure sur mesure, et encore une fois, j'ai envie de vous dire que c'est pas trop compliqué. Donc ici vous avez 100% de la fonction main d'un agent Allumette, donc ça peut être votre agent Allumette, 100% sauf les imports, mais bon, ils sont générés automatiquement par votre IDE, donc c'est pas très difficile à trouver. Comment ça se présente? Du coup concrètement, pour les développeurs, vous pouvez charger les plugins que vous voulez
ici au début. Créer un pipeline de mesures avec toutes les étapes qu'on a vues auparavant, avec un petit appel ici, vous pouvez configurer certaines choses, le nombre de threads utilisés par exemple, et ensuite vous allez juste lancer votre agent, qui va utiliser du coup tous les plugins que vous avez définis auparavant, et puis en fonction de ce que vous allez faire, vous allez couper votre agent au bout d'un certain temps, donc ici on va juste attendre que l'utilisateur fasse CTRL-C par exemple. Et c'est tout. Et là, vous avez un outil de mesure qui tourne avec les plugins que vous voulez, donc sur la machine et dans l'environnement logiciel que vous voulez, si vous avez les bons plugins, avec les réglages que vous voulez. On l'a utilisé par exemple en TP avec des étudiants de l'université Grenoble-Alpes. Donc ça donne, si on met une fréquence d'acquisition assez élevée, des courbes de profiling énergétique comme ça. Ce qui peut permettre d'optimiser la consommation d'énergie d'un code. Donc ici on voit par exemple un gros pic au milieu qui était lié en fait à un cas un peu dégénéré du problème que les étudiants devaient résoudre. Donc ils se voient pas la plupart du temps parce que les données sont, on va dire, faciles. Et puis quand on tombe sur l'instance difficile du problème, on se rend compte qu'en fait il y a un petit bug dans leur algorithme et qu'ils vont recalculer plein de fois la même chose, donc ça se voit immédiatement sur la courbe. Donc avoir cette courbe assez fine, ça permet du coup de faire de l'optimisation logicielle, ce qui n'est pas forcément possible si on reste par exemple à une mesure par seconde. Ce qu'on est en train de faire aussi avec cet outil Allumette, c'est de l'intégrer du coup dans d'autres projets en lien avec des utilisateurs. Donc on a quelques cours à Grenoble INP et à l'UGA qui utilisent Allumette pour que les étudiants d'une part optimisent leur application, mais aussi estiment l'empreinte carbone de ce qu'ils font. Donc si on lance Allumette pendant toute la durée du TP, on peut avoir à la fin le total, et combiner ça à des données de mix énergétique. Bon là, rien de nouveau, mais voilà, ça peut être intéressant pour les étudiants. On s'intègre dans plusieurs projets français et européens, mais je rentre pas dans les détails. On est en test de déploiement dans les centres de calcul de la recherche, à deux endroits. Et on a aussi, côté industrie, des produits qui vont commencer à utiliser Allumette pour faire du monitoring de data center et remonter l'information aux administrateurs, aux utilisateurs, pour essayer de leur faire prendre conscience ou de mettre des limites, par exemple, volontaires sur l'utilisation des ressources. Il faut que je vous dise quand même ce que veut dire Allumette. En fait, c'était un acronyme depuis le début pour Adaptive Lightweight Unified Matrix. Donc l'idée, c'est d'avoir un framework de mesure ouvert qui permet de construire des outils configurables, même reconfigurables pendant qu'ils tournent. Donc vous avez le contrôle dessus, et vous pouvez l'adapter à votre usage en choisissant les plugins qui vont bien. Quelque chose de léger pour limiter l'effet sonde et pas consommer autant que l'application qu'on essaye de surveiller, avec un pipeline asynchrone en Rust, et encore une fois, une activation des plugins vraiment à la demande, pour éviter du coup d'avoir une usine à gaz qui fait plein de choses inutiles. Ça dépend de votre cas d'utilisation. Et enfin, c'est un framework unifié, donc qui peut ingérer et transformer, on va dire, n'importe quel type de données, ce qui permet du coup de s'adapter au laptop, au serveur HPC, au matériel Edge type Jetson, en gardant une base commune du coup qui permet de développer des nouveaux outils robustes plus rapidement. Évidemment, c'est open source. On est encore dans la phase bêta, mais il y a pas mal de choses qui marchent. Et du coup, je vous encourage à vous emparer de l'outil et à venir discuter de ce qui peut être fait avec. On a une équipe active avec quelques ingénieurs côté labo et aussi côté entreprise, donc on est aussi réactif face aux demandes. On sait qu'il y a pas mal de choses à faire, notamment dans la doc et dans les packages, donc c'est quelque chose qu'on est en train d'améliorer. On a déjà des packages pour plusieurs distributions Linux, pour Docker et pour Kubernetes avec un Helm-chart. On a, je pense, matière à travailler ensemble sur des projets comme Energista ou Boamp. Par exemple, Allumette peut servir de source d'information, de source de données. Il suffirait de rajouter une sortie au bon format et on aurait facilement du coup des mesures sur plein de plateformes.
celles qui sont supportées par les sources et celles qui seront supportées par les futures sources. Et comme c'est en Rust, du coup, il y a un lien aussi, je pense, assez naturel à faire avec d'autres projets en Rust pour récupérer des mesures de manière un peu plus efficace et plus robuste. Voilà, voilà. On est preneur, en tout cas, je suis preneur de retours et je suis là aussi pour répondre évidemment à vos questions. Merci beaucoup, Guillaume. Est-ce qu'il y a des questions de l'audience par rapport à la présentation qui vient d'être faite d'Allumette? Ouais, je vais me lancer. J'en ai plein, mais je vais essayer de focaliser sur les prioritaires. Déjà, merci beaucoup, Guillaume, d'avoir présenté ce projet, de l'avoir écrit en Rust. Ça fait toujours plaisir à voir. Mon co-directeur de recherche m'avait parlé de ton projet, donc je suis ravi d'avoir pu voir un peu plus en détail. J'ai une question, je vais peut-être commencer par les limites. Ce que j'ai moins vu dans la présentation, c'est quand on va faire de la virtualisation, donc dans le cloud, est-ce que on peut quand même déployer ton outil? Comment en fait on pourrait finalement attribuer alors qu'on déploierait sur par exemple une instance AWS, par exemple? C'est une bonne question. La réponse, elle est cachée. Elle est cachée. Une réponse. Je vais mettre celle-là. En fait, effectivement, ça pose un problème dans les machines virtuelles, pas au niveau du fonctionnement de l'outil, parce que du coup, le cœur, lui, on va dire, il est complètement indépendant du fait que ce soit dans une VM ou pas. Là où ça va poser problème, c'est sur la récupération spécifique du coup des informations de conso, et notamment, on aura la plupart du temps pas accès aux capteurs matériels, type RAPL ou etc. Et du coup, ça nécessiterait de désactiver les plugins qui font le lien avec le matériel dans la VM, d'installer Allumette à l'extérieur et de relier les deux. Voilà. Ça c'est. Je sais qu'il y a des outils. L'approche qui est couramment utilisée, par exemple par Scaphandre, c'est de faire une fausse interface RAPL pour que la VM puisse l'utiliser. Donc en installant Scaphandre sur la VM et dans la VM, et avec un mode spécifique qui permet du coup au Scaphandre qui est au niveau de l'hyperviseur de faire remonter les données RAPL jusqu'à la VM avec des fichiers qui sont réécrits régulièrement. Il y aurait matière avec Allumette de faire quelque chose d'un petit peu plus on va dire d'un petit peu plus qui passe à l'échelle ou qui est un peu moins contraignant en utilisant le mode relais. L'idée ce serait du coup d'avoir un allumette à l'extérieur de la VM, un allumette à l'intérieur et de relier les deux par le réseau. Alors ça nécessite du coup d'avoir un accès au niveau hyperviseur, ce qui n'est pas toujours le cas, notamment si on prend du manager chez AWS. Du coup là, on s'orienterait plus, à mon sens, vers une estimation et pas une mesure complète. Donc il faudrait coupler en fait les mesures qu'on peut faire dans la VM, donc pas les mesures de consommation d'énergie, mais les mesures de performance, et rajouter dessus un modèle qui dépend des caractéristiques de la VM. Super intéressant, merci beaucoup. Et effectivement, là tu fais le lien en plus avec des outils comme Scaphandre. Je pense au modèle par exemple de Kepler qui permet de faire des estimations. Donc, ouais, vraiment super intéressant. J'ai une autre question et je vais pas monopoliser toute la parole. C'est au niveau des fonctionnalités. Alors, j'ai pas vu si tu avais des fonctionnalités d'observabilité, de traçabilité, d'explicabilité des données. Voilà, toute la stack en fait qui permettrait de comprendre où on est à Allumette. Tu penses à quel cas d'utilisation par exemple Alors, sur la traçabilité, et par exemple, c'est être capable de comprendre quelles données finalement ont fonctionné, quelles données ont pu être récupérées, et en fait, c'est un peu une piste d'audit. L'une des premières idées que j'ai, c'est est-ce qu'on a une piste d'audit finalement qui permet de comprendre qu'est-ce que l'outil a pris comme données
en entrée. Ah, d'accord. Alors nous, en fait, le mieux, c'est peut-être que je le lance. Ploup, ploup. Je dois avoir Est-ce que j'ai une démo quelque part? En fait, ce qui va se passer, c'est que quand tu lances l'outil, je vais le lancer, ce sera plus simple. Hop, 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 hop. Ouais, il est pas dans un état très... On va faire comme ça. Hop, quand tu lances l'outil, je vais faire deux choses en même temps. Quand tu lances l'outil, en fait, il va te dire... donc tu choisis les plugins que tu veux lancer et il va te dire très rapidement si ça a marché ou si ça n'a pas marché. Donc l'idée, ça va être de regarder simplement la sortie standard, qui va te dire ce qui a marché ou ce qui n'a pas marché. Et après, dans les données qu'on envoie en base ou dans un fichier CSV, tu vas évidemment avoir des métadonnées qui vont te dire quelle métrique a été récupérée, pour quel périmètre, etc. Hop, donc là par exemple, là j'ai lancé Allumette avec du coup la récupération des données procfs. Et ici du coup on va voir quels sont les plugins qui ont été activés et surtout quelles sont les métriques du coup qui ont pu être enregistrées par tous les plugins. Donc typiquement si t'as pas Rappel et que tu essaies de lancer le plugin Rappel, tu vas pas voir la métrique Rappel. Il va te dire que il a pas les informations. Ça c'est au niveau utilisateur simple. Et ensuite dans les données, tu vas avoir des informations qui vont te permettre de savoir du coup ce qui a été sauvegardé. Hop, si je rajoute une sortie, c'est mieux. Donc, hop. Hop, voilà, donc là, si tu as un fichier CSV, tu vas avoir typiquement le nom de la métrique, des informations sur le périmètre avec la ressource matérielle et logicielle qui sont liées à cette métrique. Donc ici, par exemple, on a la mémoire au niveau de toute la machine, mais utilisée par le processus avec l'ID 3. Et du coup, tu peux retrouver toutes les informations sur le périmètre de la mesure dans tes données de sortie. Après, nous, on fournit pas de jolies visualisations de ces données, mais on s'intègre avec plein de stacks comme Grafana, OpenSearch, InfluDB, etc. Ouais. Merci. En plus, tu as même fait une démo en live. Ouais, vraiment top. Merci beaucoup. Super outil et belle présentation. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions sur la présentation et l'outil de Guillaume? Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans des chantiers Boavista plus ou moins liés à la mesure, qui ont des remarques ou à qui ça pourrait parler? Oui, éventuellement. Moi, j'ai des questions sur un environnement. Enfin, quand on est dans un environnement un peu Kubernetes, par exemple. Donc là, aujourd'hui, c'est Kepler. Mais après, il y a pas mal de choses à faire derrière. Est-ce que ça peut aider? En particulier sur les sujets rigolos d'allocation, sur des containers vis-à-vis des règles de codage, des choses comme ça? Oui, ça pourrait aider. Alors, on a fait des tests du coup vis-à-vis de Kepler, mais l'idée c'était aussi de montrer qu'on pouvait déployer Allumette dans un cluster Kubernetes en récupérant toutes les informations du coup des pods, des conteneurs qui sont dessus. Et du coup, s'il y a des modèles ou des choses à expérimenter, on peut les rajouter dans un petit plugin Allumette et bénéficier déjà de cette capacité de déploiement et de récupération des infos sur les conteneurs. Ça pourrait permettre de jouer par exemple avec différents modèles d'attribution pour essayer d'en trouver un qui colle le mieux aux besoins.
Bah, en fait, l'un des besoins que j'ai, moi, c'est en fait sur une infrastructure. Ce qu'on veut, c'est remonter à l'empreinte carbone d'une application, et une application est composée d'un Ouais. certain nombre de bordel. Et là, dans l'état actuel, enfin, je n'ai pas encore vraiment commencé à mettre vraiment dans le cambouis dedans, mais dans l'état actuel, en fait, j'ai remonté plein d'informations individuelles dans Prometheus, Stage Grafana, whatever. Et je vais me retrouver avec des méga calculs à faire en fonction de règles de nommage et des choses comme ça. J'ai l'impression que du côté d'Allumette, on peut intégrer ça dans un plugin, c'est ça? Dans ton mode push. C'est ça pourrait être un bon plugin de transformation. Typiquement, si tu veux agréger, par exemple, pour avoir une unité plutôt service et pas pod individuel, C'est ça. ça, ce serait quelque chose d'assez facile à mettre dans une étape de transformation dans un petit plugin. Et ça devrait être plus facile que dans Grafana, quoi. Et c'est Ah, peut-être bon. plus facile que dans Grafana parce que du coup, t'es juste à côté du modèle de données bas niveau, on va dire. Et tu peux coder ce que tu veux aussi.